Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler des immunothérapies ciblées au cours des vascularites associées aux ANCA et déjà au cours de la granulomatose éosinophilique avec polyangite, anciennement maladie de Church-Strauss. Dans le cadre du DIU des immunothérapies ciblées et des maladies inflammatoires et auto-immunes. Je suis Xavier Puéchal et je travaille au centre de référence des maladies auto-immunes systémiques rares à l'hôpital Cochin à Paris. Alors, de quoi parle-t-on? On parle de la granulomatose éosinophilique avec polyangite, qui est une vascularite qui prédomine sur les petits dépôts, sur les petits vaisseaux, qui ne s'accompagne pas de dépôts humains, ou quasiment pas, et qui est parfois associée à des anticorps anticytoplasme des polynucléaires. Au sein de ces vascularites associées aux ANCA, il y a plusieurs particularités, notamment la présence d'un asthme et d'une hyperéosinophilie chez l'immense majorité des patients, la possibilité d'avoir du granulome et des ANCA qui ne sont présents que chez le tiers des patients. Quand ils sont présents, ils ont une spécificité dirigée contre la myéloperoxydase. Cette maladie comporte une inflammation granulomateuse, nécrosante, riche en éosinophiles et qui va toucher les voies aériennes. La vascularite nécrosante, on l'a vu, prédomine sur les vaisseaux de petit calibre. L'asthme et l'hyperéosinophilie sont quasi constants, les polypes nasaux sont fréquents. Un certain nombre de critères diagnostiques ont été proposés pour cette maladie. Ceux qu'on utilise en pratique sont les critères de l'étude MIRA, sur laquelle on va revenir, où il faut l'association d'un asthme et d'une hyperéosinophilie et d'au moins deux des critères suivants qui vont traduire une vascularite. Qu'elle touche le nerf périphérique, qu'elle touche le cœur, le poumon avec une capillarite pulmonaire ou la peau, qu'elle s'accompagne d'ANCA ou qu'elle s'accompagne d'anomalies rhino-sunisiennes ou d'infiltrats pulmonaires qui sont labiles. Le traitement des vascularites associées aux ANCA repose sur un traitement d'induction pour obtenir la rémission complète, qui est presque toujours obtenue en 3 à 6 mois. Et une fois cette rémission obtenue, à ce moment-là, un traitement d'entretien pour prévenir les rechutes, qui sont assez fréquentes dans ces vascularites associées aux ANCA. Pour traiter un patient avec une granulomatose éosinophilique avec polyangite, on doit d'abord apprécier quel est le pronostic de sa vascularite. Il y a une surmortalité quand les patients ont une atteinte rénale, une atteinte digestive sévère, une cardiomyopathie ou une atteinte du système nerveux central. Ce qui fait que les indications thérapeutiques vont décliner de ce 5-factor score. Vous voyez qu'il y a une très bonne corrélation entre la survie par rapport à ce FFS. Ce qui fait que dans les granulomatoses éosinophiliques avec polyangite, où le FFS est à 0, c'est-à-dire il n'y a aucun facteur de gravité, le traitement d'induction comporte une corticothérapie, initialement à 1 mg/kg, et le traitement d'entretien, également une corticothérapie qu'on essaye d'arrêter, secondairement. Par contre, chez les patients qui seront réfractaires ou en rechute, et seulement chez eux, en première intention, on envisagera un immunosuppresseur ou du rituximab ou l'inclusion dans un essai thérapeutique. Pour les patients maintenant qui ont au moins un facteur de mauvais pronostic, le traitement d'induction, en plus de la corticothérapie, associe classiquement un immunosuppresseur, l'endoxan, et en entretien, en plus des corticoïdes, un immunosuppresseur habituellement conventionnel. Et c'est important de stratifier en fonction du 5-factor score ces patients-là. Ce 5-factor score a été validé par cette étude qui a démontré, en suivant 118 patients qui ont une granulomatose éosinophilique avec polyangite, qui ont été traités selon le FFS, c'est-à-dire que les patients qui avaient un FFS à 0 recevaient uniquement des corticoïdes et ceux qui avaient un FFS au moins à 1 recevaient corticoïdes plus immunosuppresseurs. Et qu'est-ce qu'on constate quand on les suit 10 ans? On constate que la surmortalité des formes sévères a été gommée
par la stratification du traitement. Autrement dit, ceux qui ont un facteur score au moins à 1 n'ont pas de surmortalité par rapport à ceux qui sont de bons pronostics. Et donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important et que tout le monde est maintenant d'accord pour traiter en fonction de ce facteur pronostic. Une autre chose qui est importante de comprendre dans le traitement de la granulomatose éosinophilique avec polyangéite, c'est qu'il y a plusieurs phases. La vascularite va avoir tendance, quand elle rechute, à rechuter dans les 2 premières années, notamment à la baisse de la corticothérapie, alors que vous voyez qu'après les 2 premières années, les rechutes de vascularite sont extrêmement rares. Au contraire, les manifestations asthmatiques et rhinosinusiennes vont persister toute la vie du patient et même une fois que la vascularite aura totalement guéri. Et vous voyez que la courbe ne cesse de survie sans rechute, ne cesse de diminuer quand on considère les exacerbations isolées d'asthme ou ERL. Ce qui fait que seulement 15% de ces patients n'auront ni rechute de vascularite, ni exacerbation d'asthme ou de manifestation ORL. Et ça explique pourquoi plus de 3/4 des patients conservent des corticoïdes au long cours à une posologie moyenne de 7 ou 8 mg par jour. Et donc, pour essayer d'éviter cette corticothérapie, un certain nombre de biothérapies ont été évaluées, et notamment le mépolizumab, qui a une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis et qui est en attente en Europe pour la granulomatose éosinophilique avec polyangite. Ce médicament anti-interleukine 5 a déjà une AMM américaine et européenne dans l'asthme éosinophilique et il a été évalué chez des patients qui avaient une granulomatose éosinophilique avec polyangite dans cet essai publié dans le New England Journal of Medicine en 2017. Vous notez au passage que les patients recevaient pendant 1 an le mépolizumab à 300 mg sous-cutané par mois, qui est 3 fois la dose qui avait l'AMM dans l'asthme. Quels sont les patients qui ont été inclus? Des patients qui étaient soit en rechute de leur maladie, soit réfractaires. Et vous voyez que le score d'activité de la vascularite n'était élevé que chez la moitié d'entre eux, ce qui veut dire que la moitié d'entre eux n'avaient déjà plus de vascularite. Et quand on regarde quelle est la durée d'évolution de la maladie par rapport à l'instauration de ce traitement, eh bien, on se rend compte que ces malades avaient des maladies anciennes qui évoluaient en moyenne depuis 5 ans. Et ça explique sûrement pourquoi il y a eu peu de malades avec vascularite inclus dans cette étude. On s'adressait essentiellement à des malades qui étaient avec des manifestations asthmatiques et rhinosinusiennes mal contrôlées. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe que le taux de rémission qui était défini par score d'activité de la vascularite nul et glucocorticoïde inférieur à 4 mg par jour est bien meilleur dans le groupe mépolizumab en rouge que dans le groupe placebo. On observe également que le taux de rechute, alors attention, c'est le taux de rechute soit d'asthme, soit de manifestation asthmatique, donc ou ORL, soit le taux de rechute de vascularite. Tout était mélangé. Eh bien, on se rend compte que les patients qui ont eu du mépolizumab ont un taux de rechute qui est bien inférieur à ceux qui ont eu du placebo. Avec un épargne des glucocorticoïdes tout à fait net. Et vous voyez par exemple que le pourcentage de patients sevrés de glucocorticoïdes était de 18% dans le bras qui a reçu du mépolizumab et 6 fois moindre dans le bras qui avait reçu du placebo. En pratique, comment est-ce que nous on fait quand on a un patient qui a une granulomatose éosinophilique avec polyangite? Le plus souvent, la vascularite est en rémission complète depuis assez longtemps, mais on est enquiquiné par un asthme ou des manifestations ORL persistantes qui justifient une corticodépendance à dose élevée, à plus de 7,5 mg par jour. En ce moment-là, on vérifie l'absence de reflux gastro-œsophagien, on vérifie la prise des bêta-2 agonistes de longue durée d'action et des corticoïdes inhalés. On introduit le Spiriva
éventuellement. Et puis, on envisage la mise sous mépolizumab en cas d'échec de cette trithérapie inhalée. Et avant de mettre le malade sous mépolizumab, on lui fait remplir des questionnaires d'asthme et de manifestation ORL. On réalise un scanner sans injection, des épreuves fonctionnelles respiratoires. On vérifie les IgE totales, les IgE aspergillaires et on présente le dossier en réunion de concertation avec les pneumologues pour valider l'indication des anti-IL-5. Et à ce moment-là, en tout cas à Cochin, on débute le mépolizumab à la posologie de 100 mg par mois et non pas les 300 mg qui avaient été évalués dans l'étude, qui est la posologie donc qui a l'AMM pour l'asthme éosinophilique. Alors, un certain nombre d'immunothérapies sont en cours d'évaluation au cours de cette maladie. Tout d'abord, le rituximab qui a été évalué dans cette étude rétrospective de 4 centres de référence chez des malades qui avaient une maladie réfractaire ou en rechute et qui a été évalué donc en induction. Et vous voyez que le pourcentage de malades qui a été mis en rémission est 2 fois plus important quand les patients avaient des ANCA que par rapport au groupe des patients qui n'avaient pas d'ANCA. Alors attention, c'est une étude rétrospective, mais une étude prospective est en cours d'analyse actuellement. C'est l'essai REOVAS du groupe français d'études des vascularites, où les patients étaient randomisés pour recevoir, en plus de la corticothérapie, en induction de la vascularite. Ils avaient tous une vascularite floride à l'induction, donc ils recevaient soit du rituximab, soit un placebo, dans le groupe FFS 0 et dans le groupe qui avait au moins un FFS à 1, eh bien, il recevait soit du rituximab, soit de l'endoxan. L'étude est en cours d'analyse. Ça, c'était à la phase d'induction, mais à la phase d'entretien, est-ce que le rituximab est efficace? Eh bien, on aura aussi la réponse avec cette autre étude du groupe français d'études des vascularites qui a randomisé des patients qui venaient de faire une poussée de vascularite, qui avaient été mis en rémission pour recevoir soit du rituximab à la posologie de 500 mg tous les 6 mois, comme donné dans Menritsan, soit un placebo de rituximab, mais alors à ce moment-là, de l'azatioprine à 2 mg kg jour pendant 2 ans. Les 82 malades sur les 98 prévus ont été inclus. On n'a pas encore les résultats. Les malades sont inclus quand ils ont eu une vascularite au cours de l'année précédente ou une poussée de vascularite au cours de l'année précédente. Il faut qu'ils aient été mis en rémission. Il faut qu'ils aient une corticothérapie à dose stable depuis 1 mois. Il y a un autre essai qui va évaluer le mépolizumab, lui également à la phase aiguë de la vascularite, parce qu'on n'a pas les renseignements avec l'étude du New England Journal of Medicine. Et les patients ayant une vascularite active vont être randomisés pour ceux qui n'ont pas de facteur de sévérité pour recevoir le mépolizumab, cette fois-ci à 300 mg, la posologie de l'étude du New England Journal of Medicine. Ceux qui n'ont pas de facteur pronostic défavorable recevront le mépolizumab ou un placebo en plus d'une corticothérapie conventionnelle. Et ceux qui ont un facteur de mauvais pronostic recevront le mépolizumab pendant 1 an, 300 mg aussi chaque mois, versus l'endoxan. Comment conclure sur l'immunothérapie au cours de la granulomatose éosinophilique avec polyangite? Donc, il faut se rappeler que c'est une maladie qui est un asthme hyperéosinophilique et 2 manifestations extrapulmonaires, que la surmortalité des formes sévères a été effacée par le traitement en fonction du FFS qu'il faut absolument utiliser, qu'il faut bien différencier les rechutes de vascularite des poussées d'asthme ou de manifestations ORL qui n'ont pas la même chronologie, en sachant que seulement 15% des malades vont présenter ni l'un ni l'autre. Ce qui explique que ces malades reçoivent une corticothérapie au long cours et que le pronostic est dominé non seulement par la cardiopathie, mais également par la toxicité de ces corticoïdes. Ce qui fait que les besoins thérapeutiques ne sont pas couverts, d'où l'émergence de thérapies ciblées. Et alors, avec un grand point d'interrogation, est-ce qu'on utilisera dans l'avenir les anti-IL-5 pour les patients qui n'ont pas d'ANCA et le rituximab pour ceux qui ont des ANCA? C'est un point d'interrogation qu'on espère bien lever très prochainement. Et vous avez vu que 2 études sont en cours avec le rituximab en induction et en entretien, et également qu'une étude va tester le mépolizumab en induction de la vascularite très prochainement. Je vous remercie de votre attention.